Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, pour nous accompagner, vous en avez l'habitude aussi, François Caudet, bonjour. Bonjour Christophe. Président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble, on va parler... On va faire le bilan de l'activité montagne, fin de saison oblige. Et en fin d'émission, on répondra à une question de l'internaute qui est qu'est-ce que sont les stablecoins ? Les stablecoins, mystère. Les associations territoriales de dynamisation économique se multiplient. À l'échelle de quelques communes, elles rassemblent des PME, des TPE pour créer une dynamique locale entre chefs d'entreprise, histoire de partager expérience, réseau, mais aussi pour faire rayonner ce territoire. Dans un instant, deux exemples dans le sud grenoblois et dans la région voironnaise. À la rubrique innovation, la course aux piles combustibles à hydrogène. À Saint-Égrève, Inocel est spécialisé dans les unités de forte puissance. Enfin, focus sur un concessionnaire bien particulier, leader dans son domaine, spécialisé dans les véhicules quad et SSV. Quad Action a été créé en 2004 à Saint-Joire. Le groupe compte aujourd'hui plusieurs sites et même une agence de voyage spécialisée pour les passionnés de destinations tout-terrain. Allez, à l'aube d'une nouvelle saison d'été en montagne, comme chaque année, on fait le point sur l'hiver écoulé. On le dit souvent ici, nos stations de montagne drainent toute une économie essentielle à de nombreux professionnels. Le tourisme 4 saisons monte en puissance, mais les activités neige restent bien sûr un atout considérable. François, comment s'est passé cet hiver ? Ça a été une belle saison. C'était une belle saison. Taux d'occupation dans les hôtels qui restait stable, mais à haut niveau, 71%. Mais 71%, c'est sur la moyenne de la saison, avec des hauts et des bas, ce qui est assez normal. Mais 71, c'est de très bon niveau. Le nombre de journées skieurs, qui est un peu différent, lui a augmenté de 4%, sur une base qui était déjà très bonne l'année dernière. Avec un mouvement un petit peu nouveau, c'est une très forte hausse sur le ski nordique. Alors, probablement dû à l'enneigement, tout simplement. Plus 19% de chiffre d'affaires. Donc, c'est un mouvement de fond qui est c'est le cas de le dire d'ailleurs pour le ski nordique, qui est particulièrement intéressant. Très forte affluence pendant les vacances de Noël, notamment sur le ski nordique, mais il y avait beaucoup de neige à Noël, il y a eu beaucoup de neige en début et en fin de saison. Et puis côté commerçants, ils ont fait aussi une belle année, augmentation des ventes en chiffre d'affaires plus 6%, augmentation des locations de matériel de ski au sens large plus 8%. Donc c'est vraiment une saison qui a été bonne et qui a été bonne sur l'ensemble des massifs, que ce soit en haute altitude, les stations, alors ce qu'on appelle haute altitude, en gros c'est au-dessus de 1800, c'est-à-dire les stations sur lesquelles on pense qu'il n'y aura pas de problème d'enneigement dans les 30 années qui viennent, mais aussi sur les moyennes et basses altitudes, ça a été une très belle saison. Et puis les pics traditionnels d'affluence sur les vacances de Noël et puis les vacances de février, là avec des taux d'occupation qui ont frisé les 85%. 85%, on est quasiment à une saturation technique, donc c'est de très bon niveau. Le point qui reste un petit peu creux, c'est l'intervacances entre les vacances de février et Pâques, parce que les gens hésitent quelquefois à réserver très à l'avance, on ne sait pas s'il y aura de la neige ou pas. Voilà. Mais par contre, beaucoup de demandes de dernière minute. Bon, alors donc, globalement, une très belle saison. Belle saison, les touristes sont venus. Quels sont les profils ? Alors, les profils ont un peu changé. Il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent. Les grandes populations qui sont venues un peu plus massivement, c'est les États-Unis, plus 27%, donc c'est quand même pas mal, et le Canada, plus 17%. Donc là, il y a un vrai mouvement de cette population. Il y a toujours aussi une population brésilienne très importante qui vient skier dans les Alpes. Ce qui se dit un peu, c'est que skier dans les Alpes au Brésil, c'est un peu comme avoir sa Rolex à 50 ans. On a réussi sa vie. Voilà, c'est un signe aussi très important. Le Royaume-Uni aussi, et l'Allemagne et la Belgique ont bien progressé. Donc c'est assez intéressant. Par contre,
et c'est un peu le point d'interrogation. La fréquentation est restée, je vous l'ai dit tout à l'heure, à peu près au même niveau. Il y a plus d'étrangers, donc il y a moins de Français. Et puis une réservation de dernière minute, ça on le dit aussi souvent. Est-ce que ça se vérifie encore ? Oui, beaucoup de réservations de dernière minute et surtout, évidemment, hors vacances, où les gens, alors là c'est plus des Français, évidemment, dernière minute, ils attendaient les conditions météo et d'enneigement tout simplement. Alors on évoque aussi ici régulièrement les défis que doivent relever ces professionnels de la montagne. Oui, alors il y a plusieurs défis. Il y a des défis liés au territoire montagne, de destination touristique. Comment on fait pour diversifier un peu l'activité au-delà du seul ski, hein. Le ski, c'est quand même encore la motivation principale et très large des stations de montagne. Donc il y a une diversification qu'il faut continuer à trouver et qui est attendue, y compris par les gens qui viennent faire du ski. Ils viennent faire du ski, c'est le levier d'attraction, mais s'ils peuvent faire autre chose que du ski pendant leur semaine ou pendant les 3, 4, 5 jours, puis quelquefois toute la famille ne skie pas. Donc ça, c'est un des grands sujets. Un des autres sujets, c'est l'emploi. On a une très grande part d'emplois saisonniers, évidemment, 80% à peu près. L'immense majorité des gens qui travaillent sur les stations de ski sont des gens du coin, de la région. Donc pour les stations de ski, il y a un enjeu important à trouver des emplois pérennes pour que les populations restent dans les montagnes. Alors c'est pour les stations de ski, mais c'est aussi un sujet d'aménagement du territoire et qui est extrêmement sain. Donc de trouver des activités qui puissent occuper et créer des emplois de qualité. C'est 120 000 emplois, hein, le ski et tout ce qui gravite autour des stations de ski. Donc c'est extrêmement important. Et puis, il y a évidemment un sujet de transition climatique. Alors, à plusieurs niveaux. Il y a d'abord le respect des paysages, des environnements et de la montagne. Il y a un sujet de décarbonation. Et en ne se trompant pas, le sujet de carbone du ski, c'est essentiellement le sujet du transport des skieurs de Paris, de Lyon, de Marseille, alors je ne parle même pas du Brésil, jusqu'à la station. Aujourd'hui, il y a très peu de stations sur lesquelles on peut accéder en train, voire avec des ascenseurs valériens, mais souvent, on monte en voiture. Donc ça, c'est un des gros sujets. Il y a un sujet de rénovation du parc immobilier. On a tous en tête des stations qui ont été construites dans les années, on va dire 60 à 80, avec des petits logements, les fameux studios cabines, qui correspondent plus au niveau de confort attendu et qui en plus sont des passoires thermiques. Donc là, il y a un énorme sujet de rénovation de ce parc immobilier. Et puis, il y a partout un sujet de gestion de la ressource en eau, qui aussi, contrairement à ce qui est souvent dit, n'est pas forcément le sujet des canons à neige, parce que les canons à neige, les réserves d'eau sont faites dans des périodes où il y a beaucoup d'eau, et puis finalement l'eau est réinjectée sous forme de neige et rentre dans le cycle, donc c'est pas très consommateur. Par contre, quand dans une commune il y a la population qui est multipliée par 10, tout d'un coup, il faut normalement les gens se douchent à peu près une fois par jour. Il y a la consommation d'eau, il faut faire aussi très attention, c'est une ressource qui est importante. Voilà, donc ça c'est vraiment les grands enjeux qui sont un peu dans tous les territoires français, mais plus spécifiquement dans la montagne, qui est aussi un environnement qui a une forme de fragilité. Bon, plus globalement, voilà pour le tourisme, et en particulier le tourisme de montagne, plus globalement, l'économie régionale en ce début d'année 2025 ? Elle résiste. Elle résiste plutôt pas mal, que ce soit sur l'industrie et les services. On est resté assez stable. Une petite baisse sur les services, un petit coup de mou aussi ces dernières semaines. Mais un peu partout, il y a eu un moment de stupéfaction trumpienne qui est en train de petit à petit se digérer un petit peu. Oui. Les services marchands, la croissance est encore modérée. Par contre, les chiffres de la Banque de France j'ai tendance, avec beaucoup d'humilité, à penser qu'ils sont plutôt... C'est à peu près ce qu'on constate aujourd'hui. On est sur une perspective de croissance sur la région Rhône-Alpes qui est aux alentours de 3%, un peu plus de 3% sur les services, un peu moins sur l'industrie, on verra bien. Mais la région Rhône-Alpes est plutôt mieux servie, ou plus dynamique en tout cas, a priori, que le reste de la France. Ce qui n'est pas nouveau, hein, d'ailleurs. On est dans une région économiquement très forte. Le point qui était noir et qui devient gris, donc ça va mieux, c'est la construction. Les mises en chantier sont quand même encore peu nombreuses. Hein. Alors on est à plus 12% sur le dernier trimestre, mais sur une base extrêmement basse. Donc on va avoir plein de chiffres en croissance sur l'immobilier, mais avec un effet de base favorable. On est encore à des niveaux relativement bas
sur l'immobilier. Donc c'est le point de vigilance. Et on sait que c'est l'adage, hein, quand l'immobilier va, tout va, mais ça crée beaucoup d'emplois, beaucoup d'investissements. Mais vous nous dites que ça peut commencer à frissonner. Ça va. Moi, on constate que ça commence à frissonner. Et puis sur l'immobilier, la montagne, c'est un point à part, parce que l'immobilier de montagne est très particulier. Mais sur l'immobilier au sens très large, il y a quand même un sujet sociétal. On sait qu'en France, il faut créer 400 000 logements par an à peu près. Ça fait plusieurs années qu'on en crée 200 000 les grandes années. Donc il y a un déficit du logement. Donc à un moment donné, il faudra bien que ça reparte. Merci beaucoup François pour ce panorama de l'économie régionale, un classique du début d'année. Renforcer l'attractivité d'un territoire et y créer des liens entre entrepreneurs. Elles sont de plus en plus fréquentes, ces associations locales qui visent à dynamiser le tissu économique à un échelon très local. Au-delà de rompre la solitude du chef d'entreprise, elles s'engagent dans des démarches stratégiques pour le développement de projets et pour le rayonnement du territoire. Deux illustrations très concrètes avec nous, la région voironnaise et le sud grenoblois, avec Virginie Orsi qui est présidente de l'ESG, la Société des entrepreneurs du Sud grenoblois. Les entrepreneurs Sud grenoblois, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Et Marine Simon, la directrice d'UNIRV, l'Union interprofessionnelle des entreprises de la région voironnaise. Bonjour. Bonjour. Et on parle bien de la région voironnaise et pas du pays voironnais. Vous allez m'expliquer ça dans un instant pour évoquer ces associations territoriales de dynamisation économique. C'est comme ça que je les appelle. Et bien, petite présentation de chacune de vos associations. D'abord, la plus récente, le Sud grenoblois. Eh ben, les entrepreneurs Sud grenoblois, en effet, on est une jeune association. On a été créée il y a à peu près 2 ans sur un constat territorial qu'il n'y avait aucun moyen de pouvoir créer du lien avec les entrepreneurs des communes et pas d'annuaire dans les communes, pas de synergie, qu'on ne se connaissait pas les uns les autres. Et donc avec un autre entrepreneur du territoire, nous avons pu faire ce constat et créer cette association il y a 2 ans. Donc la première des démarches, j'imagine, c'est de constituer le territoire sur lequel on veut rayonner. D'abord, quel est ce territoire et comment vous l'avez défini ? Alors le territoire, on est resté au début sur le plateau champagnard et puis on a regardé un peu la métropole, ce qui se faisait et rapidement en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des synergies, donc Briey, Volnavé voulait Saint-Martin-du-Riage et bon on a à un moment donné arrêté quand même, on n'est pas descendu sur Gières, donc on rayonne de Saint-Martin-du-Riage et puis on y va sur le croissant comme je dis un petit peu Vars, Saint-Paul-de-Vars. Puis en allant jusqu'à Vif, Notre-Dame-de-Mézage, Notre-Dame-de-Comiers. Ça fait 16 communes, 16 communes sur ce territoire à dynamiser, à mettre en synergie pour mieux se connaître et créer en effet du réseau. Une association toute récente, du coup. Vous êtes combien de membres aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 32 membres. Quels sont les profils ? Alors les profils, on a des indépendants, des professions libérales, des TPE, petites PME. Notre ambition, c'est d'avoir aussi des associations. On est en synergie déjà avec Hightech Valley sur les industries du Sud grenoblois et de créer des synergies avec Bourdoisan, par exemple, aussi, qui nous demande déjà de pouvoir créer du lien. Donc, voilà, interaction avec les associations. Mais on a aussi cette particularité d'accueillir les porteurs de projets, donc les futurs créateurs d'entreprises et les retraités de l'entrepreneuriat. On va revenir sur tout ça, mais on va présenter l'UNIRV, du coup, qui, elle, rayonne sur la région voironnaise et pas sur le pays voironnais. Petite nuance, m'avez-vous dit. Alors, le pays voironnais reste quand même central dans notre association. Donc, petite présentation de l'association UNIRV, donc, qui a été créée, cette union, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, par les industriels du territoire voironnais qui, effectivement, ont eu besoin de mutualiser pour répondre à des problématiques de la société de l'époque, qui étaient le logement et la santé des salariés, et qui a donné naissance, effectivement, 1% logement, service médical interentreprise à l'époque. Au départ, l'approche était très sociale, sociale et sociétale. Sociale, mais vraiment pour répondre à des problématiques de la société de l'époque. L'association, elle porte aujourd'hui sur un territoire qui est pays voironnais, mais également Chartreuse et Bièvre. Donc c'est plutôt centre-Isère. Donc en fait, on n'est pas Grenoble et on n'est pas le Nord-Isère. Voilà, on est un peu ce qu'il y a au milieu. Tout ce qui entre. Voilà, donc globalement, quand même, nos adhérents sont beaucoup dans le pays voironnais. C'est un territoire qui est quand même très étendu déjà, avec 31 communes, 100 000 habitants. Donc il y a de quoi faire, il y a beaucoup d'entreprises. Nous, aujourd'hui, on est à peu près à 160 entreprises adhérentes. Pour faire le parallèle, nous, on a un peu plus de 47% sont des TPE.
Après, on a des PME et des grands groupes. Les grands groupes, ça représente à peu près 5%. Donc, on a toute la typologie en termes de taille. Ça représente 10 000 salariés à peu près. Et en termes de secteur d'activité, on est 25% d'industrie. Le I de Unirv, à la base, était industriel. On l'a changé en 2015 pour interprofessionnel, vraiment pour avoir ce rôle de représentativité. Oui, tous les secteurs sont représentés. Tous les secteurs, services, conseil, commerce, artisanat, voilà. Alors l'objectif, je disais, c'était aussi pour rompre la fameuse solitude du chef d'entreprise, mais pas exclusivement. Non, pas exclusivement. On a vraiment la volonté aussi de développer les compétences des dirigeants. C'est pour ça qu'en fait, on a choisi dans les critères que ce soit le dirigeant qui est sur le territoire d'un point de vue domiciliation et personnel, et la domiciliation de son entreprise. Donc, ce qu'on veut, c'est le jus concentré, le cerveau entrepreneurial qui est au service du développement des compétences de chacun. Donc, on a le bénévolat dans notre association est vraiment notre lien aussi. Et puis, de créer ce trait d'union avec les collectivités locales, les mairies, les communes, mutualiser les ressources aussi, partager les emplois, partager les opportunités aussi entre entreprises. Et puis, bien sûr, créer du lien. Les associations d'entrepreneurs, en général, c'est aussi du réseau et se connaître pour créer aussi des projets ensemble. Mais l'objectif, le premier objectif, c'est pas forcément de faire du business ensemble. Nous, ce qu'on dit, c'est que le business, c'est une résultante, c'est une conséquence. Aujourd'hui, quand on s'investit dans une association comme l'UNIRV ou peut-être comme celle de Virginie, c'est avant tout parce qu'on veut contribuer à une logique territoriale, à une dynamique, à l'attractivité du territoire. Donc, en fait, on soutient un projet. L'adhésion, elle est là, la cotisation à l'association, elle n'est pas pour acheter un service. On n'est pas une boîte de service, on est une association. Et donc, on contribue à une dynamique territoriale. Et du coup, on s'investit sur des sujets, sur l'organisation d'événements, sur des préparatifs de plein de choses qu'on fait tout au long de l'année. Et en faisant ça, on rencontre d'autres entrepreneurs, d'autres dirigeants. Et donc, on tisse du lien, on tisse du réseau. Donc, c'est avant tout une relation humaine et qui résulte après sur du business. Alors, pour mieux comprendre peut-être le contour de ce que vous proposez, précisez-moi ce que vous ne proposez pas. Alors moi, j'aime bien dire qu'on n'est pas une boîte de service et j'aime bien dire aussi qu'on n'est pas un club de business. C'est très important. On a un rôle de représentativité, comme je le disais tout à l'heure, et on a un rôle aussi de sensibilisation, d'éveil et de montée en compétence des entreprises sur des sujets de société. En tout cas, nous, c'est ça notre baseline, on va dire, agir pour les entreprises et le territoire. Voilà, donc on peut exclure en tout cas ce qui est purement mercantile et à visée commerciale, même si ça se passe et il y a du business qui se fait. Donc vous êtes là pour faire rayonner les territoires sur lesquels vous agissez. Quels sont les atouts de ces territoires? Alors, le Sud Grenoblois. Le Sud Grenoblois, déjà, c'est toutes les dirigeants qui ont voulu aussi créer leur entreprise avant de rentrer sur l'agglo. Il fait bien vivre aussi sur notre plateau Champagnat, Saint-Martin-de-Riège, Vars, Saint-Paul-de-Vars, tous ces coins-là, on est quand même très très bien lotis et du coup on a beaucoup à faire parce qu'aujourd'hui ce territoire est un peu utilisé par les industriels entre autres avec High-Tech Valley, enfin toute cette zone de Jarry, Champagny, Champs-sur-Drac. Donc c'est qu'il y a surtout cette avant agglo, éviter les bouchons grenoblois et on est convaincus en tout cas à la création de cette association qu'il y avait beaucoup de synergies à faire et à développer ce territoire économiquement et que voilà, on a une zone plutôt agréable. Ouais, c'est un territoire qui est une porte d'entrée sur l'agglomération finalement à 2 pas de la Matésine, du Trièves, du sud même. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de Grenoblois qui se sont aussi dirigés là-bas aussi pour un mieux vivre et du coup d'accéder à leur travail d'un point de vue accessibilité aussi peut être intéressant. Marine ? Alors nous, bien évidemment, on va dire aussi le cadre de vie, l'accessibilité, aussi bien entre Chambéry, Lyon, Grenoble. C'est vrai que le Voironnais, la région voironnaise jouit de ce cadre et de cet emplacement géographique qui est quand même intéressant. Et puis, historiquement aussi, une dynamique économique. Je veux dire, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, en coulisses, je viens rarement sur Grenoble. C'est vrai qu'on trouve tout dans notre territoire. Les entreprises l'ont bien compris, sans les bouchons, comme l'a souligné Virginie.
Et c'est vrai qu'on a aussi la chance d'avoir des entreprises emblématiques qui ont su donner une impulsion et qui continuent aujourd'hui effectivement de soutenir typiquement notre association. Même si aujourd'hui on accueille moins d'entreprises, il y a moins de foncier disponible, je sais qu'en tout cas que la collectivité au Pays Voironnais notamment œuvre beaucoup aussi à faire rayonner notre territoire économiquement en accueillant des entreprises, des entrepreneurs. On a beaucoup d'associations économiques, on va dire, sur notre territoire. Et nous, on a fait le choix aussi de se fédérer. Je tiens à le souligner parce que c'est quand même une démarche qui est pas commune. Sur notre territoire, on a créé un collectif qui s'appelle Econex, il y a presque une dizaine d'années, sous l'impulsion de la collectivité du Pays Voironnais, et qui regroupe aujourd'hui 7 acteurs représentants d'entreprises, soit sur des créateurs, sur des financeurs, sur des réseaux plutôt parcs d'activités comme Centralp. Et du coup, c'est très important parce qu'on se réunit quasiment toutes les semaines, on se parle 1 heure par semaine avec les élus, et ça permet d'avoir une vraie synergie. Précisément, ça amène une question, parce qu'aujourd'hui, toutes les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les métropoles ont des services économiques. C'est aussi leur rôle de promouvoir et de travailler à l'attractivité de leur territoire. Qu'est-ce que vous apportez en plus de différent ? Alors, on travaille avec eux déjà, ça c'est très important. Enfin, en tout cas, nous, c'est indispensable de pouvoir s'appuyer sur le service économie des collectivités. Après, on se complète, c'est-à-dire que nous, on a la connaissance entreprise, entrepreneuriale, et justement, c'est d'où le dialogue qui est régulier, qui permet de faire remonter aussi des problématiques que nous, on entend. Et eux, ils sont plus sur le volet élu, collectivité, et donc agissent à l'échelle du territoire, mais dans l'application d'une politique. Donc, du coup, c'est comment on arrive justement à se comprendre, c'est déjà pas forcément toujours facile, et à mettre en œuvre des projets. Et nous, on est vraiment sur l'action projet. C'est-à-dire, là, par exemple, dernièrement, au mois d'avril, on a fait un salon des entreprises du Pays Voironnais. Et c'était vraiment en collaboration avec tous les acteurs économiques, et c'est du coup un bel événement. Voilà. Virginie, la complémentarité avec les collectivités locales, elle est importante ? Alors, je précise aussi qu'on a besoin de nos communes. Nos communes nous soutiennent beaucoup parce qu'on n'a pas de finances extrêmes pour pouvoir louer des salles ou pour pouvoir. Donc, du coup, on traîne beaucoup dans nos communes membres. Et nous, en fait, c'est fédérer les entrepreneurs déjà pour le coup. C'était justement de créer. Donc, on a un after-work par mois, une rencontre réseautage par mois, et qui est pour le coup pour les membres, mais aussi ouvert pour faire connaître l'association aux entrepreneurs, associations et entreprises, pour faire découvrir, et donc ouvert à de nouveaux membres. Bon, profitez-en. Le prochain, c'est quand alors ? Alors, le prochain, c'est le 10 juin, en fait, notre anniversaire. Merci de le repréciser. Les 2 ans de l'entreprise, de l'association, pardon. Le ESG à Champagné. On fait une belle soirée entrepreneuriale. 10 juin prochain. 10 juin prochain. On fait un spectacle humoristique sur l'entrepreneuriat. Donc là, c'est ouvert à tous les territoires. Donc l'UNIRV est bienvenue. Et voilà, l'ensemble des... Et donc, je voulais préciser aussi qu'on fait en dehors de l'afterwork, on fait des ateliers justement pour développer les compétences des entrepreneurs et entreprises. François, vous le disiez tout à l'heure en évoquant les saisonniers en montagne, l'attractivité d'un territoire, c'est bien sûr l'emploi, mais c'est aussi le bien-être des salariés qui y travaillent. Moi, je bois vos paroles. Si on veut continuer à avoir des territoires vivants, il faut des entreprises, il faut des emplois, et je crois que c'est très important que la parole soit portée par des entrepreneurs, en fait, des gens qui le vivent vraiment, et puis donner l'envie de se dire finalement, que ce soit dans le sud de Grenoble ou dans le Voironnais ou ailleurs, il y a une dynamique, on peut créer des entreprises, on crée de la richesse, on crée de l'emploi local, on crée de la vie en fait dans les villages ou dans les petites villes. C'est absolument capital. Donc voilà, c'est aussi presque une mission d'aménagement du territoire au bon sens du terme. Donc bravo pour ça. Au-delà de tout ce que vous avez dit sur l'isolement du chef d'entreprise, la formation, etc., mais c'est capital de donner ce goût de l'entreprise qui est quand même... toute la richesse est créée par les entreprises, à un moment donné. Donc c'est important de le rappeler. Et dans les territoires, encore une fois, dans les territoires. Merci beaucoup Virginie Orsi, Marine Simon. Merci d'avoir été avec nous, évidemment, sur Internet. Vous trouvez tous les détails et les contacts sur les sites Entrepreneurs Sud Grenoblois et Union interprofessionnelle des entreprises de la région voironnaise.
Le développement s'accélère chez Inocel à Saint-Égrève. Créé en 2022, le fabricant de piles à combustible à hydrogène s'est spécialisé dans les unités de forte puissance et vient de s'associer à Equans, une filiale du groupe Bouygues, pour développer une nouvelle solution innovante de stockage et de production d'énergie. Reportage. 300 kW, c'est la puissance développée par les piles à combustible d'Inocel, une entreprise fondée en 2022, aujourd'hui basée à Saint-Égrève. Ces piles sont les plus puissantes du marché et fonctionnent à l'hydrogène. L'objectif d'Inocel, décarboner des secteurs polluants. Typiquement, ça va venir remplacer tout ce qui est moteur thermique. Nous, on travaille sur 3 grands secteurs. Tout ce qui va être mobile, donc là, on va avoir propulsion terrestre et maritime, donc par exemple terrestre avec tout ce qui est camion ou engin de construction. Sur la partie stationnaire, on a ce qu'on appelle le mobile power. C'est vraiment un générateur qui a pour objectif d'être déplaçable. Donc par exemple, tout ce qui va être événementiel, tout ce qui va être site de construction. Ces piles sont nées d'une idée de Mike Horn. L'explorateur voulait arriver sur le rallye de Dakar 2023 avec un véhicule carburant à l'hydrogène. Il n'a finalement pas participé à la course, mais a cofondé Inocel. Les piles reposent sur la technologie PEMFC, dont l'empreinte carbone dépend de la provenance de l'hydrogène utilisé, de l'extraction des matériaux rares et de leur recyclabilité. La pile à combustible Inocel est une pile qui dit PEMFC, dite basse température. Elle fonctionne aux alentours de 70-85 degrés. Il y a plusieurs technologies qui constituent les piles à combustible, à la fois métalliques ou des plaques composites. On a choisi la technologie de plaques métalliques pour sa compacité. Et aussi par nos brevets et par nos innovations, ce sont des plaques qui ne se corrodent pas ou peu, qui permet à cette pile à combustible d'avoir une durabilité très élevée par rapport à la concurrence. Inocel a récemment inauguré une usine à Belfort dédiée à la production industrielle de ces piles pour conquérir le marché européen. On fait l'ensemble de la production et des composants et de leur assemblage. Et l'ensemble des composants est sourcé en très grande partie en Europe, à 90%. Une partie de composants qui viennent d'Asie, notamment sur des composants électrochimiques ou sur des composants d'autres types, électroniques et autres, qui peuvent parfois venir d'Asie. À terme, l'entreprise souhaite intégrer ces technologies au secteur du transport, encore en phase d'essai. Et cette année, Inocel a aussi conclu un contrat stratégique avec Life pour la fourniture d'hydrogène vert. Ce dernier alimentera les bancs d'essai des piles à combustible forte puissance d'Inocel. Étalé sur 4 ans, l'accord pourra fournir jusqu'à 140 tonnes d'hydrogène vert. Vous le savez, Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpedécideurs@telegrenoble.net. Aujourd'hui, une question un peu technique d'Edouard qui va avoir des détails sur les stablecoins. Alors les stablecoins, ça aura échappé à personne, c'est un mot anglais qui veut dire monnaie stable, quelque part. Qu'est-ce que c'est ? C'est des crypto-monnaies, comme le bitcoin et autres. Mais par contre, l'objectif, c'est de réduire la volatilité. Ça aura échappé à personne si vous suivez que le bitcoin a des valorisations un peu surprenantes des fois. Et donc, le principe, c'est d'adosser ces jetons, ces tokens, donc ces monnaies stables, à des vrais actifs. Donc des actifs en dollars par exemple. Donc plutôt que de détenir de la réputation du Bitcoin, on détient des dollars via ces stablecoins et leur évolution, leur valorisation évolue de façon à peu près symétrique à celle du dollar. Donc les gens qui émettent ces stablecoins, ils ont des dollars d'un côté et en face ils émettent des coins que les gens peuvent souscrire. Il y a une autre version qui est de les adosser à des crypto-monnaies, mais si vous prenez qu'une crypto-monnaie, vous prenez la volatilité de cette crypto-monnaie. Oui. Si votre stablecoin il est adossé à 5, 6, 7 crypto-monnaies, vous moyennez les volatilités. Donc normalement, c'est un peu plus stable ou un peu moins instable, c'est comme vous voulez. Et il y a une troisième version qui est un peu plus acrobatique, qui est dite algorithmique. Ça veut dire que les gens qui émettent ces stablecoins, quand il y a beaucoup de demandes, ils en émettent beaucoup. Quand il y a peu de demandes, ils en émettent peu, ce qui fait que le cours, la valorisation, en fait, ils calent l'offre sur la demande pour éviter les variations de marché. C'est acrobatique parce qu'il faut être sûr que les gens qui fassent ces émissions-là suivent ça d'extrêmement près. Donc le principe du stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui a vocation à être plus stable parce qu'elle est adossée soit à une gestion, soit sur des actifs. Maintenant, ça reste extrêmement sophistiqué. Quand vous prenez un stablecoin en dollars, il faut être quand même sûr que l'émetteur il a bien les dollars, parce que sinon vous avez acheté du vent. Donc c'est un peu moins volatile potentiellement que les crypto-monnaies classiques, mais ça reste quand même des actifs crypto, donc avec tout le risque qu'il y a derrière. On va retenir le terme et on va attendre un peu. Voilà. Et
Stable, c'est censé être stable. On a compris. Un peu C'est moins instable. moins instable, voilà. J'ai compris la nuance. Merci François. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideur@telegrenoble.net. Allez, on part dans la plaine de la Bièvre. Quad Action fête ses 20 ans et 2 décennies de succès qui l'ont conduit à créer plusieurs concessions et même une agence de voyage spécialisée. Ainsi, le groupe leader vend, mais aussi entretient des quads et des véhicules utilitaires tout-terrain, on va comprendre, mais forme aussi ses utilisateurs et leur propose donc des randonnées et des séjours thématiques. On découvre cet univers de passionnés avec 2 invités, Karen Simian, PDG du groupe Daruma Quad Action, et Alexandre Fugier. Bonjour. Bonjour. Directeur commercial chez Quad Action. Merci d'être avec nous. C'est une aventure, je le disais, qui fête ses 20 ans. Une aventure au départ de passion, de passionné, Karen. Oui, tout à fait. Ouais. C'était un changement de vie. J'arrivais de mon côté de l'industrie aluminium, mes parents ayant fondé une belle entreprise France Alucolor sur la commune de Marcilleul. Et mon compagnon était pâtissier. Et il a souhaité faire un changement de vie et devenir guide de motoneige, de quad et plus tard pilote automobile tout-terrain. Donc nous nous sommes lancés dans cette aventure tous les deux en 2004. 2004, on était au tout début des années 2000. On verra que c'est important d'être un pionnier sur ce type de marché. Au début d'ailleurs, c'était de la simple location de quad. Ah oui, tout à fait. C'était uniquement le week-end en double activité de la randonnée, de la découverte et de la formation pour les futurs propriétaires de véhicules. Et la marque Polaris cherchait à développer son réseau en France et nous a sollicité. On a été dans les premiers, effectivement, à devenir concessionnaire pour la marque américaine qui, depuis, s'est implantée en Europe. Et très rapidement, votre entreprise s'est spécialisée donc dans cette fameuse vente de quad et de SSV. Oui. Explication. Alors, le SSV, c'est totalement différent. D'ailleurs, les deux n'appartiennent pas à la même fédération. Le quad appartient à la Fédération française de motocyclisme. Et le SSV, c'est un side-by-side véhicule, c'est-à-dire un buggy utilitaire. Chez Polaris, on parle vraiment de gros engins qui sont adaptés au travail, ne sont pas forcément des engins de loisirs, plutôt des outils ou des compagnons, on va dire, qui accompagnent la vie quotidienne d'un propriétaire terrien, d'un professionnel de la montagne, d'un professionnel de l'agriculture, un forestier. Il peut également aller plus facilement à la déchetterie qu'une petite voiture, etc. Voilà. Donc si je résume en disant que votre activité, c'est le véhicule tout-terrain, véhicule loisir ou professionnel tout-terrain, c'est ça? Exactement, c'est exactement ce que Karen a dit. On va s'adapter en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Donc on a des personnes qui seront typées pour faire du loisir avec ce type de véhicule, puis d'autres personnes, ce sera leur premier outil de travail. Comme l'a très bien dit Karen, les agriculteurs, le milieu de la montagne et toute autre chose. Alors on verra qu'il y a plusieurs concessions. Vous avez maintenant 3 concessions. On en reparlera un peu plus tard. Mais parlez-nous des marques. J'ai entendu Polaris. Alors oui, Polaris, c'est la marque phare de notre entreprise. Donc on est premier revendeur Polaris. On fait à peu près entre 150 et 200 véhicules neufs par an, sans compter les véhicules d'occasion. Et après, on a de secondes marques qui sont de très bonnes marques aussi, notamment Kymco, qui est une marque taïwanaise et qui est une très belle marque aussi, sur les scooters et sur les quads et du SSV aussi également. Alors on est sur un marché considérable, moi, que j'ai découvert en préparant cette émission. On est sur presque 30 000 véhicules immatriculés chaque année, neufs, c'est ça? En France, oui, tout à fait. Oui, on peut doubler le nombre en occasion et nous-mêmes, on est en totalité à 700 ventes à l'année à peu près en véhicules. Donc premier faiseur en volume sur notre territoire, oui. Oui, ça fait 2 véhicules vendus chaque jour dans vos concessions, oui. Ce qui est effectivement considérable. Alors, il y a la vente, mais il n'y a pas uniquement la vente dans vos concessions. Il y a l'accompagnement. On est là, bien sûr, pour vendre un produit, mais on est là pour accompagner notre client. Donc, ça va être du simple entretien du véhicule, le conseiller quand est-ce qu'il faut faire ces entretiens, et puis aussi former aussi quelqu'un au pilotage, Didier, le compagnon de Karen, à ce type de diplôme qui nous permet de former les utilisateurs de nos véhicules. Alors aujourd'hui, l'entreprise, c'est 27 collaborateurs, c'est presque 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vous propose de faire mieux connaissance avec votre activité et votre entreprise grâce à ce reportage. Si vous apercevez cette petite voiture dans vos routes de campagne, elle vient peut-être du concessionnaire Quad Action. Installée à Marcilleul, l'entreprise vend exclusivement des véhicules tout-terrain pour le loisir ou le professionnel. De plus en plus de professionnels d'ailleurs qui s'en servent dans le milieu agricole avec des antilimaces et plein d'accessoires, dans les vignes beaucoup. Et puis dans le loisir, ce véhicule-là, c'est les véhicules du Dakar, donc dans la véhicule compétition course.
Créé en 2004, Quad Action s'est développé. Aujourd'hui, le concessionnaire fait partie du groupe Daruma. Le groupe emploie 27 personnes et vend jusqu'à 700 véhicules par an dans ses 2 concessions, en Isère et en Drôme. On était dans les belles années du quad, où quand on sortait 4 quads à l'extérieur, on vendait 4 quads. Moi, ma passion de ce véhicule-là a fait que ça a pris beaucoup d'ampleur. J'ai fait 2 fois le championnat du monde de quad, j'ai roulé à haut niveau et on a développé des produits que nous, on pense pertinents. C'est pour mettre un quad dans un garage. On peut acheter un véhicule chinois, il n'y a pas de problème. Par contre, à l'utilisation comme nous, on en veut, c'est des produits, aujourd'hui, on doit pouvoir s'en servir sans qu'on ait un souci à dire « je suis en panne » et je suis… Non. Comptez environ 3 000 € pour un modèle d'entrée de gamme et jusqu'à 80 000 € pour un véhicule professionnel équipé d'options sur mesure. Mais Daruma ne s'arrête pas à la vente de véhicules, ils ont aussi développé une agence de voyage spécialisée. C'est une agence qui a 2 activités bien distinctes. Donc d'une part, on est agence de voyage traditionnelle, donc on est membre du réseau CEDIV. On travaille avec les principaux acteurs du tourisme, donc que ce soit les tours opérateurs comme Fram, Asia, MSC Croisière. On monte également des voyages à la carte. Et d'autre part, donc on est spécialiste et tour opérateur en ce qui concerne les voyages tout-terrain. En 2024, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros. Belle aventure en seulement 20 ans, ça vaut le coup qu'on s'y arrête un petit peu. On est parti du coup de cette activité loisir le week-end, j'ai bien compris, en 2004. Aujourd'hui, on est à 3 concessions. Alors d'abord, il y a cette fameuse concession de Marcilleul, dont on a vu les images, qui a été créée en 2004, qui a emménagé. Vous avez d'ailleurs investi sur ce site avec un nouveau bâtiment un peu plus tard. Oui, tout à fait. Et on a souhaité également avoir des bâtiments qui soient HQE. Donc ils sont recouverts de panneaux photovoltaïques. C'est notre volonté sur toutes nos concessions. On s'est également engagé dans des démarches RSE. On sait que le quad a été un sujet épineux et qui ne concerne pas ni notre marque ni notre clientèle parce qu'on a affaire à des outils, des compagnons à moteur effectivement, mais avec des motorisations récentes et qui progressent et on tire vers l'électricité de plus en plus avec une gamme qui peut remplacer un parc vieillissant, en particulier en montagne. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, on tend vers une démarche RSE. On est en travaux pour cela depuis 2 ans dans toutes nos concessions. On a vraiment une démarche verte. On essaye de décarboner et de faire participer nos clients. Dès qu'il y a une sortie, on ponctionne 2,50 € par personne pour faire un don à goût de planète en fin d'année. On achète également des arbres avec écoterie. On essaye vraiment d'avoir une belle démarche pour être avant-gardiste et novateur. Puisque vous parlez de l'image du quad, il y a aussi cette formation dont vous parliez tout à l'heure pour faire en sorte que la cohabitation se passe bien avec les autres usagers des loisirs extérieurs. Exactement, ça se passe très bien d'ailleurs. On a très peu de problèmes avec la population qui entoure nos villages quand on fait des randos. On est des personnes prévenantes, on sait rouler correctement et sans faire n'importe quoi. Alors, je reviens sur les concessions, cette concession de Marcilleul avec ce nouveau bâtiment qui a été construit en 2013. On le voyait dans les images, la déco est quand même très soignée, ça fait un peu club de passionnés, j'ai l'impression que c'est un peu l'ambiance qu'on a voulu donner. Tout à fait. En fait, il faut vraiment qu'il y ait cet effet waouh quand on rentre dans la concession avec un aspect industriel à l'extérieur. Mais c'est une famille, ce sont des gens respectueux, ce sont des gens qui veulent rouler avec des véhicules récents homologués qui répondent aux normes strictes françaises. Donc non, ils ne polluent pas, ils sont vraiment très maniables, accessibles avec un permis voiture. Donc monsieur, madame, tout le monde peut prendre un véhicule et cheveux au vent, aller aux champignons et ramasser ses châtaignes. Oui, d'ailleurs, puisque vous parlez de ça, il faut souvent des remorques quand on ramasse comme ça des châtaignes. On ne l'a pas dit, mais dans l'activité de l'entreprise, il y a aussi la création de remorques. C'est ça. Exactement, on fabrique des remorques pour tout type, qui sont adaptées pour promener des chasseurs pour arriver sur site ou des enfants. Plein de choses comme ça. Exactement. Des remorques de châtaignes ou de champignons, ça fait beaucoup, mais effectivement, ça peut être intéressant pour les sorties. Je continue sur les concessions. Il y a eu Courtenay ensuite. Oui, donc, deuxième concession. Deuxième concession. Et là, on a une concession Yamaha également sur Courtenay. Et puis après, il y a l'autre concession. Vous élargissez le secteur géographique dans la Drôme. Voilà. Tout à fait. Et les agences de voyage suivent également avec cette particularité, puisque notre idée, c'est d'aller au bout de notre concept, donc de nous occuper de nos clients jusqu'au bout, même pendant leurs congés, leurs vacances, et proposer à la fois du voyage traditionnel, mais également la possibilité de faire les États-Unis en Indian, puisque Indian appartient à la marque Polaris, ou de faire des promenades en SSV, en quad, que ce soit dans les déserts ou dans les forêts, un peu partout sur la planète, avec une trentaine de destinations que l'on a créées nous-mêmes. Ça, vous allez un peu vite sur cette
j'allais dire diversification, mais c'est plus une diversification, puisque ça représente une bonne part de l'activité de l'entreprise. La création, qu'on vende des quads, je le comprends, qu'on crée une agence de voyage spécialisée pour que les gens puissent aller faire du quad, c'est autre chose. C'était inédit, oui. D'où est venue l'idée? En fait, l'idée est venue de 3 clients qui sont partis en vacances à Moab aux États-Unis, et quand ils sont revenus, ils nous ont dit, voilà, on a essayé telle machine, on veut cette machine-là. Ça faisait 20 ans qu'on s'occupait d'eux vraiment en faisant des soirées de lancement, toutes sortes de choses. On allait chercher leurs véhicules avec des camions ateliers qu'on possède, mais à domicile, vraiment un service premium. Ils partent une semaine en vacances et on les perd, donc on s'est dit ce n'est pas possible. Donc il faut trouver une solution. La solution à ce moment-là, c'était de s'occuper d'eux pendant leur congé. Et ça me plaît, ça va tout à fait avec mon état d'esprit de service premium, de service adapté, de conseils. On n'a jamais volé un client, on est là pour lui. L'idée, c'est pas d'avoir des clients mécontents le mardi matin quand on ouvre le magasin, c'est d'être en harmonie, que ce soit en interne avec les salariés ou avec nos clients. Voilà. Cette agence de voyage spécialisée, c'est le Carré des As. Elle propose aujourd'hui une trentaine de destinations. Oui, une trentaine de destinations fabriquées par nous-mêmes. Et puis, effectivement, on est Cédive, donc Cédive Travel, c'est-à-dire que l'on peut proposer des vacances, des tours opérateurs classiques, que ce soit Fram, Asia, comme le dit très bien Valérie dans le reportage, tous les grands tours opérateurs. Alors, je suis un peu marqué par la démarche parce que au bout du bout, vous ne vendez pas des quads, vous vendez l'usage du quad, le service du quad, et c'est au-delà du produit, c'est genre le conseil, le service, l'entretien, le voyage, et c'est une approche qui est un peu différenciante sûrement. C'est vrai, dans la durée, qui est particulièrement intéressante. Mais même au niveau de notre entreprise, parce que c'est enrichissant pour nos salariés. Comment on fait aussi, je vous entendais parler tout à l'heure de l'entreprise et de son positionnement au sein de la collectivité. Il y a également les salariés. Nous, on est en pleine campagne sur nos 3 sites. Comment on fait pour séduire les nouveaux salariés? Comment on fait surtout pour les convaincre de rester et de s'installer? Et quand on a des jeunes familles qui viennent, et, qui s'installent, qui fondent leur foyer, qui se marient, qui font des enfants pour nos écoles, qui sont en difficulté dans nos campagnes, ça, c'est une réussite. Bien sûr, c'est et du coup, voilà, l'entreprise, c'est un élément de maillage, un lien entre tous, entre la collectivité, les habitants, les associations. Voilà, c'est pas un dorifort qui se pose sur un territoire. On va conclure avec ça, Karen, parce que je sais que vous êtes aussi très engagée dans la dynamisation de ce territoire de la Bièvre et des Champs-Barans, avec une association, c'est Bâtisseurs des Champs-Barans, c'est ça? Oui, c'est ça. On a la chance d'avoir, donc, depuis 3 ans, créé des portes ouvertes communes à plusieurs sur le territoire de Marcilleul et de Viryville. On était 5 il y a 3 ans. On est 26 entreprises cette année et 6 associations. Donc 32 cette année, avec des portes ouvertes communes les 13 et 14 juin sur la zone d'activité Marcilleul, avec des visites des entreprises, des visites des villages, puisqu'on travaille main dans la main avec nos 2 mairesses. On a des animations, des jeux, des repas en musique. France Travail qui tient un forum de l'emploi, et on pourra rencontrer les candidats, pour en rencontrer les chefs d'entreprise. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on sera vraiment en direct. Et si on veut rassembler ce qui est épars et faire que ça fonctionne, il faut avancer tous ensemble en même temps. Donc oui, un gros week-end festif, une table ronde avec le thème tradition et modernité, un duo gagnant pour un territoire qui attire. 13 et 14 juin à Marcilleul, l'occasion de découvrir aussi ce territoire de la Bièvre, et ça nous donne l'occasion de boucler avec le dossier du début de l'émission sur la dynamisation des territoires. Oui. Bravo en tout cas, merci à tous les deux d'être venus. Merci énormément. Merci Karen Simian, Alexandre Fugier, merci d'avoir été avec nous. François Caudet, merci. Merci Christophe. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpes Décideurs sur internet, télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.